Donc toi, je sais que tu es sensibilisée à la notion de dégustation géosensorielle et je souhaiterais que tu me fasses un retour d'expérience sur comment tu perçois cette notion de dégustation géosensorielle, comment tu la vis, comment tu l'utilises, est-ce que tu l'utilises, est-ce que tu en as fait un outil pour toi et comment tu parles de tes vins, de lieux et voilà, puisqu'on parle d'un outil de dégustation, Ouais. est-ce que tu en es convaincu ou pas? Enfin voilà, que tu me fasses ton retour d'expérience par Mm. rapport à tout ça. Ok. En préalable, je dirais que le simple mot dégustation géosensorielle, je l'ai découvert grâce à l'UJV Mhm. parce que, et Dieu sait si je lis pas mal de choses sur le vin, euh, c'est des notions qui sont très peu mises en avant. Une idée de la dégustation qui n'est pas du tout pratiquée ou par très peu de gens a priori. Et je suis persuadé que c'est un terme que pour certains vignerons peut-être ignorent complètement l'existence. Donc c'est clair que on m'a ouvert là-dessus, j'ai commencé à réfléchir et à me poser beaucoup de questions et à aborder la dégustation, ma propre dégustation déjà pour moi en cave et dans ce que je peux faire pour l'élaboration de mes vins de manière complètement différente. Alors c'est clair que j'ai toujours été conscient, sensible, que je travaille à un lieu, que je travaille à un terroir, que les vins ont une empreinte, une personnalité, une identité propre. Souvent la difficulté c'est de mettre des mots là-dessus, sans tomber non plus dans le too much, le vocabulaire que je supporte pas. Trop fleuri. Voilà, voilà, on n'est pas obligé d'utiliser des termes incroyables voilà. Donc, et de rendre ça accessible après, progressivement, ici, face aux clients. Et alors, mon comportement n'est pas le même en face de tous les clients, Bien de sûr, toute ouais. façon, mais je distille toujours cette notion, aujourd'hui. Voilà. Et ça m'a permis aussi de comprendre et de décrire le lieu où je produis le vin. Qu'est-ce que j'utilisais, comment je pouvais décrire mes vins avant. Je parlais de finesse, d'élégance, de clarté. Ça, j'en étais déjà conscient. Il y avait des clients qui m'ont aidé d'ailleurs à définir un peu ce que je faisais. Parce que ils avaient un regard complètement neuf. Et puis quand tu leur fais une dégustation, qu'ils te disent, voilà, il y a vraiment une trame. Il y a une vraie signature. Et cette signature, c'est celle-là. Je dis, ah, ok. Ok. Alors, il n'y en a pas un qui me l'a dit. Il y en a des dizaines. Donc, tu commences aussi à t'en approprier, voilà, le Et à prendre sens, et conscience puis prendre qu'il y a quelque conscience. chose, quoi. Après, la notion de dégustation géosensorielle est arrivée là-dessus. Je me suis dit, voilà, là, il y a une technique de dégustation ou une ouverture sur une autre forme de dégustation qui va peut-être me permettre de poser des choses très claires, très simples sur les vins du Rittersberg. Et donc, voilà, l'idée de la couleur du vin, tu vois. Ça, par exemple, ne m'était pas vraiment venu à l'idée, à l'esprit, tu vois. Alors, j'étais déjà sensible à des vins lumineux, tu vois. Ça me parlait pas mal, tu vois. Mais là, je peux mettre des couleurs. Après, cette notion de couleur, voilà, je me la suis bien appropriée. Ça me plaît pas mal, cette idée. Après, sur les touchés de bouche, tu vois, alors j'ai encore un peu, je pense que j'ai besoin de me perfectionner ou d'être plus sensible sur les formes de salivation. Et là, je pense qu'il faut que je fasse le DU. Tu vois, Mais progressivement, quand je déguste, j'y vais comme si j'étais un nouveau-né, en fin de compte, tu vois. Je me dépouille de tout ce que j'ai pu acquérir et tout. Et alors, j'aime bien déguster maintenant, les yeux fermés. Le verre noir me plaît pour cette découverte. Je trouve que ça a un vrai sens. Et tu t'es amusé à le faire à l'aveugle sur tous tes vins? Non, pas encore assez. Il faut que je m'achète des verres noirs et Ouais. j'aimerais bien faire ça. Ouais. Et tu vois, tu te mets dans la pénombre. ouais. Alors si ça je fais. La pénombre, mais ça je fais depuis très longtemps. J'ai toujours aimé goûter dans le noir. Et Parce qu'on a vraiment une autre dimension. Enfin, je veux ouais. dire, c'est incroyable d'ailleurs. Mais je devrais le faire plus souvent. Ma manière d'approcher, de déguster le vin est en train de se transformer progressivement. Déjà pour moi, en tant que vigneron, vinificateur. Et après, dans une manière un peu peut-être plus simpliste et plus abordable pour les clients, trouver des mots
qu'ils comprennent, qu'ils s'approprient, et ça marche. Parce que certains clients, le travail est très facile parce qu'ils dégustent relativement bien. D'autres, c'est des amateurs, mais c'est pas forcément des... Voilà, je préfère l'amateur qui me dit ça me plaît pas, que celui qui va te raconter plein de trucs. Voilà. La vue, quoi. Mais en fin de compte, tu leur donnes des clés de compréhension. Mm. Et ils se prennent au jeu. Et très vite, ils trouvent ça amusant, ils trouvent ça évident. Et le fait de pouvoir déguster le vin à travers ces mots-là, ils comprennent très vite l'intérêt que tes vins peuvent apporter, par exemple, dans la gastronomie, dans les accords, etc. Donc, en fin de compte, il y a une résonance après dans l'utilisation du vin qui est assez chouette. Moi, je me souviens, il y avait d'un article qui m'avait marqué, c'était dans quoi? Dans Turiès Magazine, et Jean-Luc Brunel était là avec un plat. C'était le menu du printemps. Et il y avait un plat à base de caviar, chou-fleur, etc. Et ils avaient placé mon Riesling 2012 là-dessus. Ensuite, je sais comment ils travaillent. Ils font des dégustations préalables avec la avec carte. les vignerons, ouais. Donc, j'étais pas là quand ils ont choisi le vin. Et la journaliste, ou le journaliste, je sais plus, parlait de la transparence de mon vin. Tu vois, la notion de transparence, alors ça aurait pu se dire, oula, c'est... C'est un drôle de mot, ça, pour décrire un vin, ouais. Peut-être qu'il y a 4 ans, j'aurais pris ça de manière mal. Tu aurais mal Et aujourd'hui, cette idée-là me plaît. Ouais. Parce que je trouve que voilà, ça correspond tout à fait dans l'expression des Riesling de là-haut à ce que c'est sûrement la signature du lieu, tu vois. Transparence, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de profondeur, pas de densité, etc. Et le journaliste était vraiment impressionné par ça. Il disait cette pureté transparente du vin, quoi, qui soulignait le plat, quoi. Pourquoi je te raconte ça maintenant, hein, parce que tu me parlais de la résonance que ces clés de compréhension que tu as amenées pouvaient évoquer sur l'utilisation du vin dans la gastronomie. Ouais. Voilà, parce que je veux dire, quand on reçoit du monde ici, alors je m'adapte toujours aux clients. Je veux dire, j'ai pas de jugement, j'ai pas de préjugés. Je veux dire, personne n'est égal face au monde du vin ou à la culture du vin. Mais j'essaie toujours de donner quelques clés, si tu veux, aux clients. Et ce qui m'amène des fois aussi de parler des vins de mes collègues, tu vois. Le monde culinaire est vaste, le monde du vin est vaste, donc tous les accords sont pas bons, etc. Mais de plus en plus, je distille comme ça ce que j'ai pu apprendre progressivement à travers ces dégustations géosensorielles. Et amener le client à avoir peut-être un autre regard sur le vin. Et surtout, des fois, leur faire comprendre que la simple description aromatique est trop simpliste. Moi, je trouve qu'elle est trop... elle est pas assez spécifique, quoi, au vin. Elle est trop réductrice elle est aussi, complètement tu vois. réductrice. Voilà. Les gens s'arrêtent aussi beaucoup sur la notion de sucre résiduel. Je veux dire, ça veut rien dire dans l'absolu, quoi. Et puis, je trouve que quand tu parles que la notion de description aromatique est trop réductrice, c'est ne pas rendre hommage au lieu et au travail du vigneron, quoi. Parce que pour dire qu'un vin, ça sent la fleur ou les agrumes ou le sous-bois, en fait, non. Enfin, il se passe autre chose, quoi. Il y a tout un travail qui a été fait, il y a un lieu qui est exploité depuis des années. Il y a une vraie énergie. C'est vraiment... en fait, on rend la boisson complètement exogène à ce qu'elle est, en fait. Alors que c'est issu du fruit d'un travail entre le ciel, la terre, la vigne qui est un espèce de vecteur et le vigneron qui accompagne la vigne pour l'aider à s'exprimer. Mais je rajouterais que tout ça est cohérent que si le vigneron... travaille dans ce sens. Parce mais que ça, en fait, c'est le postulat de base. Je peux avoir du Rittersberg et puis avoir un vin banal, tu vois. Je veux dire, si ton travail de vigneron ne va pas dans ce sens-là, quoi, dans l'expression du lieu, quoi.
Donc, en fin de compte, aujourd'hui, je réfléchis de plus en plus à ce que je fais, quoi. Et ça, le fait que tu, justement, réfléchisses de plus en plus à ce que tu fais, est-ce que c'est parce que c'est la dégustation, cette dimension-là qui t'a... Je Bah, suis convaincue que tu réfléchis à ce que tu fais depuis toujours, mais est-ce que la oui, dégustation mais avec géosensorielle, ça t'a apporté autre chose? plus ou moins de conscience. Ouais. Il faut peut travailler par intuition. Mm. Mais là, au-delà de l'intuition, parce que je suis un homme d'intuition, il y a en plus une réflexion qui m'amène à me poser des questions sur mes pratiques, quoi. Et j'ai l'impression d'être jamais tant remis en question, tu vois. Et de bousculer des habitudes, des gestes automatiques, tu vois. Ah ouais, Et... carrément. Ah ouais, 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 ouais. Ça m'amuse. ouais, c'est chouette. Pour aller vers encore Ouais, plus ouais. dans l'identité Parce que je trouve que je du peux aller lieu, plus quoi. loin encore. Tu vois? Ah, c'est top. Ouais, donc l'idée c'est de pousser, d'aller encore plus loin dans le travail, dans la viticulture, Mm. tu vois. Mm. T'es en biodynamique depuis combien de temps? Alors officiellement depuis 2015, j'ai commencé les premiers essais en 2000. À partir de 2013, j'ai fait les pratiques de base, voilà. Et en 2015, C'est l'assertif. Ouais. c'est l'assertif, ouais, voilà. Et Et donc, aller encore plus loin, ça veut dire quoi? je suis persuadé que j'ai encore une petite marge de progression dans. C'est marrant, j'imagine intellectuellement mes vins. Comme je cuisine, pareil, je cuisine pas mal et il y a des plats que j'imagine dans ma tête, tu vois. Mhm. Alors ça marche pas toujours, hein. C'est un exercice pas facile. J'imagine mes vins encore plus ciselés, avec encore plus de tension. Ce que j'ai envie de retrouver, c'est une espèce de tisane de cailloux, tu vois. Enfin, j'aime l'élégance et la profondeur. J'ai assez sensible à la pureté aromatique, en général. Ça, c'est un travail de vinificateur. Ça n'a pas forcément quelque chose à voir avec le terroir. Quoique, hein. Ah bon? Jusqu'à ce qu'on rencontre Stéphane de Renoncourt, la notion aromatique n'avait jamais été abordée. Et Jean-Michel lui-même, il n'en parle pas du tout, la dimension aromatique. Mais Stéphane de Renoncourt, il explique vraiment que le raisin a aussi une dimension aromatique en lien avec le lieu. Et que, Ah, mais ça, j'en suis convaincu. voilà. Ouais. Donc, en fait, le travail du vinificateur n'est fait que là que pour accompagner en fait, ce que le raisin Oui, je pense que c'est pas en lui. C'est pas un aspect qu'on doit oublier. Non, quoi. pas du tout. Ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et Geoffrey Orban aussi, il a aussi il va dire sur tel terroir, on va percevoir ce profil aromatique-là. Après, évidemment, sur base du cépage qui a été choisi sur ce lieu-là, mais il y avait quand même le profil aromatique qui ressortait en dégustation géosensorielle aussi. Tu t'en rends compte quand même après, quand tu as fait 25 vinifications, que tu retrouves dans certaines de tes cuvées les mêmes identités. Alors forcément, les vins sont pas construits toujours de la même manière parce qu'il y a l'aspect climatique et millésime, mais t'es pas surpris de sentir ton vin de telle manière. Hier, j'étais donc avec Valérie Beyer et Valérie me parlait de son Fersicberg. Et elle disait, sur le Fersicberg de cette parcelle-là, c'est marrant parce que j'ai cette aromatique d'herbe de Provence, dans le sens noble du terme. Et elle dit, en fait, un jour, j'ai découvert qu'il y avait de l'origan sur la parcelle. Et en fait, donc il y a aussi cette dimension aromatique qui n'est pas en lien avec le toucher tactile, mais qui est un marqueur du lieu. Et effectivement, le vinificateur, après, il va faire en sorte à ce que ce marqueur-là, il soit pas abîmé. Et donc aujourd'hui, tu es en capacité de décrire vraiment qu'est-ce que c'est que le Rittersberg sur base de tes différentes cuvées, en disant, est-ce que maintenant, quand tu décris ton vin, tu parles véritablement du lieu avec je pense que je suis pas encore arrivé au bout de mes découvertes ou de ma recherche, mais oui, je commence à comprendre que ce lieu est marqué par
une forme un peu éthérée, déliée, eau de roche, quelque chose des fois un peu d'évanescent, ce qui semble un peu fluet, mais en fin de compte, ça l'est pas. Il y a des retours derrière, il y a quelque chose qui revient, qui vient te tapisser, mais tout en délicatesse, pas forcément en puissance par rapport à d'autres lieux. Et des tensions ciselées, pas non plus puissantes, mais elles sont là. Une forme toujours d'élégance et peut-être aussi des vins peut-être un peu plus immédiats que d'autres terroirs, mais qui ne leur empêchent pas non plus de durer dans le temps, tu vois. Donc, oui, je pense que ce que tu viens de te dire là, ça fait partie du descriptif du lieu, quoi. Ouais. Et au niveau énergie, est-ce que tu abordes aussi cette dimension-là énergétique? Là, on pousse un peu loin Ouais, le on pousse concept un peu loin. De la dégustation géosensorielle, mais... Alors, oui, il y a certains vins que ça me semble évident, quoi. Voilà, je goûte, je me dis, ouais, ça, voilà. Ça s'exprime. Ça s'exprime, il y a quelque chose de très intense, de très vivant, de très... tous les vins sont pas égaux par rapport à ça, de toute façon. Je pense que peut-être aussi tous les lieux, voilà, oui, même dans un même lieu, tu vois, tu as sur une parcelle où il y a voilà. pas, y a pas mais cette notion-là me plaît, j'y suis de plus en plus sensible. Moi, il y avait un truc qui m'avait impressionné. Parce que là, quand on rentre là, franchement, on s'en prend plein la gueule. Ouais. Donc, quand tu as ça et que tu as une parcelle de vigne au-dessus... Mais on a un îlot là, dans les vignes de Quinzard qui est vraiment perché au milieu de notre vigne. On est en train de faire expertiser nos vignes par un expert. Il me fait, vous avez déjà remarqué? Il y a une énergie incroyable ici. Alors c'est un lieu magique que j'ai toujours fréquenté. Une espèce... tiens, on va expliquer. Il y a plusieurs paliers dans les Terresberg, puis là, il y a une parcelle qui est un peu en plateau, puis il termine... il y a ce mur rocheux qui fait à peu près 3 mètres de haut, tu vois, puis ça tombe, et puis après, j'ai d'autres vignes, tu vois. D'accord. Et donc, au bord de ça, il y a des plateformes à plat où j'aime bien aller. Je l'ai emmené là-dessus. Et il l'a ressenti, quoi. Et c'est pas neutre, quoi. Non, c'est pas neutre. C'est pas neutre, ouais. Et t'as isolé... t'as fait une cuvée sur celui-là ou... Ben, c'est-à-dire qu'il est central, il n'y a pas de vigne vraiment dessus, mais autour de chaque coin, il y a des vignes, quoi. Voilà. Et puis, il y a sûrement d'autres endroits. Il y a des parcelles que je préfère à d'autres. On va savoir pourquoi. Donc, oui, la description... Ah oui, je te disais, j'ai une expérience qui m'avait un peu... Où là, je me suis pris vraiment une claque. Je sais pas si tu te souviens, on avait fait une fois un atelier dégustation géosensorielle. Je crois que tu étais là. On avait présenté un Altenberg de Jean-Jacques Sipp. Il y avait un Kastelberg de Antoine Kreisweiss. Ok. Et il y avait C'était à l'époque où il voulait lancer son idée de fiche. Ouais. Et donc il demandait aux personnes de mettre des mots. Voilà. Et il y avait dans le même exercice, il y avait l'Altenberg 15 de Jean-Michel. Moi, ce vin, il m'a bouleversé. Il y avait une lecture du lieu qui était impressionnante. Et j'arrivais pas à comprendre encore complètement le vin d'Antoine, que je trouvais très beau, tu vois, mais j'avais peut-être pas les clés pour comprendre. C'est, comment dire, la dégustation géosensorielle et arriver à être déjà... Enfin, je parle pour moi, c'est un apprentissage. Vous, vignerons, vous êtes plus sensible que quelqu'un comme moi qui débarque dans cet environnement-là et qui a besoin d'un peu de temps pour... Mais plus on apprend, et en fait, c'est comme pour tout, plus on est sensibilisé, mais c'est parce qu'on sort de l'ignorance qu'on se sensibilise à quelque chose, quoi. Moi, ce dont je me souviens de par les différentes sessions qu'on a eues du JV, c'est vraiment le contraste entre les vins de lieu et de non-lieu. Les vins vivants, les vins non vivants. Et puis la relation sol-texture du vin aussi. Je veux dire, c'est quand même bluffant, quoi. Et là, dans le DU aussi, on apprend vraiment à ressentir ces différences
Et c'est pour ça que cette dimension d'énergie, on va au-delà de la dégustation géosensorielle, mais elle est quand même inhérente quelque part à la dégustation géosensorielle. On ne peut pas dissocier finalement la géologie pure et dure à l'énergie. Parce qu'il y a tellement d'histoires, il s'est passé tellement de choses. Mais tu vois, sur ce vin-là, sur Stackenberg, moi, j'ai compris ce que c'était que la couleur d'un vin, que c'était l'énergie d'un vin, et ce que c'était les textures de bouche du vin, tu vois. Ça dit couleur, texture et énergie. Et énergie, ouais. Il y avait une énergie incroyable dans ça. Ouais. Mais pour ça, il faut être en capacité. J'étais presque aveuglé, tu vois. Ouais, t'as eu une révélation, quoi. Mais je prenais le vin, Mais pour pouvoir faire ça, il faut être en capacité d'accueil, quand même. Oui, mais parce que c'était progressif et parce que un jour on m'a dit il faut goûter dans le verre noir, tu verras, c'est intéressant. Si on m'a pas un jour mis cette possibilité là, etc. Enfin, je pense que c'est un apprentissage qui est progressif et il y a une part de sensibilisation. Finalement, la dégustation géosensorielle sensibilise le vigneron à l'identité de ses vignes, en fait, finalement. Et alors, en revenant sur le thème de ton travail, tu vois, je suis persuadé que si ta réflexion elle est complexe et profonde, tu en viens te demander si, pour comprendre ton lieu, et si tu l'imagines, si tu commences à le comprendre, à vouloir remettre en question tes pratiques, quoi. Et te dire, est-ce que ce que je fais est vraiment en adéquation avec ce que j'ai envie de créer sur ce lieu, quoi. Ça va loin, hein. Ouais. C'est hyper positif et constructif. Oui, c'est clair. Alors, de Renoncourt, Stéphane dit « On ne fait pas le vin que l'on veut, mais le vin que l'on peut. » Parce que c'est le lieu qui va s'exprimer. Et quoi que tu fasses, de toute façon, le même message ressortira. Donc en fait, quand tu es sur un lieu, tu peux pas faire ce que tu veux. Tu dois te mettre au service du lieu. Oui, je suis bien d'accord. Ça, je comprends. Ça, mais encore faut-il avoir les bons gestes. Hein. Oui. Là, on est dans des pratiques. Pour pouvoir transmettre le message du lieu, il faut vraiment être dans des pratiques culturelles qui soient les plus respectueuses du lieu, l'environnement, la biodiversité, les sols vivants. Ça c'est un peu le. En fait, quand on dans le diplôme, c'est un peu le postulat de base, quoi. Mais effectivement, c'est une des réponses à mes questions. C'est un outil de valorisation qui t'invite à approfondir ta réflexion en tant que vigneron, quoi. Et alors, c'est d'autant plus en écho à tout ça. Par exemple, le fait de passer en biodynamie et d'observer, si tu veux, les changements, ce que t'apporte la biodynamie dans l'expression de tes vins et du lieu. Tu vois, et là, tu te dis, effectivement, depuis que je fais ça, les vins prennent une autre dimension. En fin de compte, là, c'est un outil qui t'aide, si tu veux. Tout ça est très cohérent, en fin de compte, et très lié aussi. Donc, les vins prennent une autre dimension grâce à la pratique de la biodynamie et du travail en conscience du vigneron. Mais pas que, mais ça t'aide, en fin de compte, à aller vers ce que je te disais en préalable, quoi. Donc, c'est des outils qui sont complètement adaptés, en fin de compte. Et quand tu observes ce changement, tu t'en rends compte, quoi. Tu dis, voilà, j'ai changé ça, je ne fais plus ça, je pratique ça, ou je ne pratique plus ça. Et en fin de compte, ça va dans le sens du respect du lieu, de la vitalité des sols, d'une viticulture qui soit bienveillante, tu vois, juste ce qu'il faut. Et je pense qu'il y a une part qu'il faut laisser à la nature, complètement, quoi. Il y a des gestes fondamentaux et puis essentiels, et puis après, il y a beaucoup de superflu, en fin de compte, tu vois. Et là, tu te dis, oui, en fin de compte, je vais dans ce sens-là. Je vais dans le sens de l'expression du lieu. Et tu te rends compte au fur et à mesure des années qui passent, parce qu'il y a aussi cette notion de temps. Ça prend souvent du temps. C'est pas spectaculaire. Hein. C'est long. Hein. Voilà. Donc, et si tu en es conscient, tu te dis, oui, tous les ans, je franchis une marche, quoi, tu vois, un palier. En fin de compte, l'idée, c'est d'avoir le luxe du temps du travail, quoi.
Ouais, c'est super intéressant ce que tu m'expliques là, parce que ça apporte une dimension encore plus. C'est une vraie réflexion, hein, c'est un vrai sujet en plus. Dire que finalement, la dégustation géosensorielle sensibilise à ce que les vins sont en capacité d'exprimer et de la réflexion qu'il peut y avoir derrière. Mais Ouais. si tu as pris conscience de toutes ces notions, tu vois, dans la dégustation géosensorielle, cette autre forme de sensibilité, tu peux pas être inactif, tu vois. Tu peux pas être passif. Non. Tu es conscient que tu peux aller plus loin, et là, il faut s'interroger. Qu'est-ce que moi, à mon niveau, je peux faire? Je te parle pas de technologie œnologique, etc., mais juste de pratiques simples, de bon sens paysan dans le vignoble, quoi. Il faut pas grand-chose, tu vois. Et les soins apportés dans la vigne, ils te sont remboursés, hein. J'en suis convaincu, quoi. Hein. Donc, et un retour sur entre guillemets, un retour sur investissement, quoi. Donc, et je trouve que c'est un poste négligé, souvent. On fait notre travail, mais est-ce qu'on fait vraiment les bons gestes? Et souvent, on le fait à défaut parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a trop d'hectares à soigner, parce que on a beaucoup d'hectares, parce qu'il il faut faire des milliers de bouteilles, parce que voilà, les bouteilles sont vendues pas très cher et que voilà, donc on en revient aussi à l'idée qu'est-ce que c'est qu'un grand vin? Un grand vin, ben voilà, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent, hein. Ça monopolise. Il y a vraiment cette notion, mais là, c'est pour ça que le modèle économique, finalement, peut être aussi un frein à ça, quoi. C'est clair. Tu m'avais fait déguster un pinot gris à Paris. À Paris, ouais. Non, j'avais été bluffée. Là, c'est l'énergie qui s'exprime, en fait. C'est ça, en fait, ils sont là, les marqueurs. Tu vois, moi, je déguste moins maintenant, mais finalement, les vins dont je me souviens sont les vins qui m'ont ému de par l'énergie qu'ils envoient. Sinon, moi, j'oublie. Moi, je raisonne aussi comme ça. J'ai quelques vins dans ma tête, dans ma mémoire, qui sont encore là. Mais certains, c'est il y a 10 ans, hein, tu vois. Mais je m'en souviens encore. Et donc, vis-à-vis de ta clientèle, est-ce que tu utilises la dégustation géosensorielle? Moi, je commence un petit peu, pas avec tout le monde. J'ai tendance à poser quelques clés sur la table, tu vois. Commencez juste par prendre votre verre et le sentir. Juste le ressentir sans rien, quoi, je veux dire. Et concentrez-vous là-dessus, quoi. Alors, certains, je dis fermez les yeux, quoi. Fermez les yeux. Et alors ça, pour avoir pratiqué quelques dégustations intuitives, boire un vin, bon, il y a des gestes, effectivement, tu as les yeux fermés parce que tu perçois vraiment tout ce qui se passe en bouche. Mais fermer les yeux pour aussi laisser venir les images qui viennent, c'est impressionnant. Et oui, est-ce que tu, justement, dans ta réflexion et quand tu dégustes tes vins, est-ce que tu as déjà fait le lien entre la structure de ton vin, donc sa texture, sa consistance, sa géométrie, enfin tout ce qui se passe en bouche, et le lien avec tes sols, sol, sous-sol et substratum. Et en fait, quand tu as le vin en bouche, tu as aussi le paysage qui s'inscrit dans ta bouche, quoi. C'est quand même incroyable. Quand tu es vraiment très très sensibilisé. Oui, je suis absolument conscient de ça aujourd'hui. Alors, je l'étais sûrement pas il y a 15 ans, tu vois. Mais aujourd'hui, quand j'ouvre certains vins, je comprends très bien ce que je déguste parce que je connais le lieu et ça me semble évident, tu vois. Je vais te faire goûter un vin tout à l'heure, je te dis rien. Mais quand j'ouvre cette bouteille, je comprends pourquoi ce vin s'exprime de cette manière. Il y a 3 ou 4 cuvées où ça me semble évident, les autres un petit peu moins, mais oui. Et alors, il y a un vin qui n'existe plus aujourd'hui, puisque j'ai replanté un autre cépage sur la parcelle. Et j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi ce vin s'exprimait de manière aussi singulière par rapport à ce que je faisais. Et entre-temps, on a fait des profils pédologiques, et maintenant je comprends pourquoi, tu vois. Pareil. Donc, parce que c'est lié en fait. C'est frappant d'ailleurs. C'est assez... Et c'est pour ça que moi j'ai vraiment pris conscience de tout ça avec Stéphane de Renoncourt parce que franchement il a vraiment beaucoup d'expérience là-dessus. Et en fait la dégustation géosensorielle pour moi ça amène en fait tout d'un coup le vin n'est plus en deux dimensions. Le vin il est en 3, 4, 5 dimensions.
Tout d'un coup, il y a une espèce, tout d'un coup, il y a une ampleur, il y a un déploiement du vin et on ne peut plus percevoir le vin. C'est pour ça que quand je parle de vin, les gens ils perçoivent c'est une simple boisson exogène, un truc, un jus, un raisin qui a été pressé. Alors qu'en fait, non, il y a tellement d'informations, c'est Alors frappant, encore quoi. pour illustrer ton propos, pendant très longtemps, je vois des années, je recevais ici une fois par an Jean Chetzel avec les jeunes qui formaient au CFPPA. Donc voilà, rendez-vous, je faisais une dégustation avec 4-5 vins, puis on arrivait au Pinot Noir et Jean me disait c'est pas que du granit. Je dis pas que du granit, tu as du calcaire. Je dis arrête tes conneries. Je te dis, il n'y a que du caillou de granit, du sable, du machin. Pierre Gassman me disait la même chose. Jusqu'au jour où je fais ces fameux profils, où je tombe sur ces différentes couches, et où on tombe sur une espèce de poudre blanche. Ouais, ce dont tu me parlais tout à l'heure. Ouais. Voilà, sur... Voilà, hein, quand même, quelques 40. Il y en a suffisamment pour pouvoir s'exprimer dans voilà, et donc qui est déjà présente, parce qu'au-dessus, il y a ces couches d'argile qui est déjà présente dans l'argile, tu vois. Et puis, en même temps, tu fais une analyse de sol, de ton sol avant plantation, hein, et tu es sur des sols neutres, pas acides, tu vois. Donc, pourquoi ? Et maintenant, je sais pourquoi. Tu vois pourquoi des gens qui dégustent certains de mes pinots noirs, qui connaissent pas du tout mes vins, qui trouvent ça très bourguignon, tu vois. Ou quand j'ai laissé des pinots noirs 13 pour la réunion des grands amateurs de vin au Königsbourg et tout, j'ai des retours de gens qui me disent on a goûté ton pinot noir, mais il y avait des bourgognes à côté, mais ils nous ont tous pris pour des Chambolle Musigny, tu vois. Il y a des vins où c'est vraiment très évident, quoi, tu vois. Encore faut-il, voilà, y être sensible. Ah oui, parce que je pense que ça peut pas être le cas sur tous les vins, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible, parce que tous les lieux ne se valent pas, tout simplement. Hein. Oui. Beaucoup de choses t'échappent hein, quand même. C'est ça qui est intéressant dans tous ces échanges, c'est qu'on perçoit vraiment la limite de l'exercice. C'est pas parce que ton lieu s'exprime que absolument tu dois impérativement en faire une cuvée sous prétexte qu'il y a un message. Il faut que le message il soit aussi, il te permette de rendre ton vin goulayant, enfin je veux dire plaisant. Mais tu vois, il y a ma cuvée réserve en Riesling, c'est 2 lieux complètement opposés. Ouais. Mais qui l'un sans l'autre ne donnerait pas ce qu'il exprime ensemble. Quoi. Et j'ai toujours fait comme ça. Bien avant, j'ai quelconque notion de dégustation géosensorielle. J'ai toujours compris que les 2 lieux étaient complémentaires. Étaient complémentaires, ouais. Tu vois. Donc d'où vient ton muscat ? C'est ton muscat classique ? J'en ai qu'un. T'en as qu'un ? 20 arts de muscat. Ok. Ça fait 1500 bouteilles par an, c'est tout. C'est le plus retenel. Pardon. Et il est sur du granit. Hein. Ouais. On perçoit vraiment la finesse. Beaucoup de sable. Il y a un côté texture, granulométrie aussi, un peu des petits grains. Ouais, petits grains comme ça. Moi, je ressens ça aussi. Là. Beaucoup de sable et une roche granitique en dessous à environ 1 mètre, 1 mètre 20, qui est en pleine décomposition, qui est plutôt orange, tu vois, oxydée comme ça, un peu grasse comme ça. C'est pas une roche mère dure, tu vois. Ouais, on a vraiment le côté salivation sur le devant de la bouche. Il y a une espèce de persistance, une texture relativement, une consistance assez légère. Oui, légère, ouais. Mais on perçoit vraiment ce grain, ce petit grain qui est présent et qui pétille un petit peu quand même. Pas qui pétille, j'aime pas le mot pétiller parce que les gens peuvent mal interpréter. Qui sautille. Qui scintille. Il y a un relief dans le vin malgré tout, tu vois. Et ça rend le vin très digeste et très facile à utiliser aussi sur certains plats, tu vois. Peu que tu bouscules un peu les codes. Et puis l'aromatique n'est pas dominant. C'est bien l'équilibre. Ouais. C'est juste ce qu'il faut, tu vois. C'est beaucoup de fraîcheur. Malgré des acidités très faibles.
tu prends l'analyse du vin. D'accord. Ouais, mais ça vient du coup, ça vient du sol, hein. Ouais. Sol, sous-sol. Là aussi, tu sauras remarquer que si tes vins expriment le lieu, le ressenti gustatif n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait imaginer en lisant une analyse de laboratoire. Tu vois. Complètement T'as différent. des vins qui disent bah, c'est quoi ce truc, comment c'est possible, pourquoi je goûte ça alors que l'analyse elle me dit, ferait peut-être imaginer que je vais goûter ça, ça, tu vois. Ouais. Et en fin de compte, Bah là, c'est là où intervient la dimension mystérieuse du vin. Ouais. Tu vois. Et là, aujourd'hui, je me suis complètement affranchi de ces analyses, tu vois, de labo. Alors, elles nous aident, hein, c'est clair. Je me suis rendu compte que, quels que soient les paramètres analytiques que tu vas regarder sur une feuille de laboratoire, etc., si le vin exprime le lieu, eh ben, t'es plus maître, tu feras rien. Le vin, il va s'exprimer de cette manière et il va bousculer tes certitudes en fin de compte. Je crois qu'il faut l'accepter, c'est tout. En fait, produire des vins de lieu, c'est une véritable invitation à s'effacer complètement face au lieu. Le vigneron, en fait, il est juste un conducteur, au même titre que la vigne l'est, quoi. Et là, c'est une grande notion, une grande leçon d'humilité. Ouais, mais ça... Évidemment, je veux dire, moi, je vais pas vouloir avoir une idée esthétique du Rittersberg en pensant au Chenambourg, tu vois. Mais oui, mais parce que... voilà, je veux dire, si tu comprends pas ça, t'as tout faux. Mm. Maintenant, je sais que mes vins s'expriment mieux sur des vins épurés où il n'y a pas trop de sucre, mais s'il y a du sucre, et ça arrive, je vais t'en faire goûter un. Et alors ça changera. Enfin, c'est là où le discours, il change complètement. On regarde le vin sous un autre angle. En fait, on le regarde de l'intérieur, mais plus de l'extérieur. Ouais, on enlève le papier cadeau. En général, c'est la seule chose qui... C'est le vin de l'intérieur, le vin de l'intérieur, c'est pour ça que je parle on est dans la vérité du vin. Et c'est ça qui est magique avec les dégustations géosensorielles, c'est que tout d'un coup, tu donnes au vin une autre dimension et tu peux permettre à un vigneron de justement valoriser son vin. Oui, puis il y a une forme de... En fin de compte, pour un vigneron, c'est des fois apaisant, cette dégustation géosensorielle, parce que si t'as pas complètement compris les clés de certains de tes terroirs et que tu veux te caler sur un modèle esthétique, tu vois, absolu, tu vois, parce que voilà, c'est la tendance, parce que c'est ce qu'il faut trouver, parce que ton voisin fait ça, ou parce que l'autre vigneron, il a ce type de profil, et que tu n'y arrives pas, si t'as pas compris que c'est des fois simplement le lieu qui exprime sa force, et que t'es pas en acceptation avec ça, ben, t'es un vigneron tourmenté, hein. Ah, tu sais, on fait quand même un métier dans lequel on est en permanence jugé, en fin de compte, hein. Et alors, si ton ego est fragile ou surdimensionné, c'est terrible d'ailleurs. Tu peux t'en prendre, voilà, il faut juste... Et je trouve que la dégustation géosensorielle ramène un peu aussi de raison et d'humilité. Moi, ça a calmé certains de mes tourments, tu vois, en me disant, bah voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça, c'est accepter le lieu tel qu'il est et c'est à la fois calmer les tourments, puis c'est terriblement joyeux, finalement. Mais là, on perçoit beaucoup plus d'ampleur et quelque chose de très apaisé et de très soyeux. Et on est beaucoup dans quelque chose de très horizontal. Alors là, c'est là où il y a de l'argile et du calcaire. Alors, il y a une des deux parcelles où il y a de l'argile et du calcaire dedans. Ouais. Et l'autre, il y a que du granit, quoi. En fait, le granit, tu le perçois plus en entrée de bouche et en finale. Et alors, c'est toujours une parcelle, c'est toujours une cuvée qui a ce côté un peu caillou pourri, tu vois. Ça, on le sent au nez. Là, on est en 14, donc c'est un millésime un peu compliqué chez nous, hein. C'est un vin qui restait très longtemps, assez muet en cave et en bouteille. Il y a pas mal d'argile là, non? En tout, il y a 60 arts récoltés pour faire ce vin. Et 32 sont sur ces socles de sable très fins. Puis après, sur ces couches d'argile.
d'argile rouge et de ces plaquages qui sont moins intenses que dans la partie où j'en ai vraiment beaucoup, mais il y en a. Et après, il y a la deuxième parcelle qui est plus solaire, plus caillouteuse. Mais alors là, il faudrait peut-être que je creuse un jour dedans pour voir ce qui se passe. Qui produit moins. Donc, proportionnellement, c'est 2 tiers pour la partie argileuse et 1 tiers pour la partie très, très caillouteuse, quoi. Et C'est pour ça que ça domine. De toute façon, tu les vinifies à part ou tu les. non, je les assemble presses, très vite. Tu Ouais. les presses, tu les presses Très séparément. vite, il y en a une qui est partie en fermentation et l'autre Ouais. arrive dessus, quoi. Donc, D'accord, ok. ouais. Ah ouais. 14, c'était plutôt, Ah ouais, ok. plutôt gris, plutôt pluvieux en fin de saison. 15, c'était chaud, solaire, peu arrosé. Là, on a 0,2 g de sucre restant. Ouais. Là, on est à 10. Non. Ouais. Il y a 10 grammes de sucre Ouais. résiduel là. Non, on les sent pas. Hein. Tu vois. Donc, on en revient à cette notion de... Ça veut rien dire, le sucre. Ça veut rien dire. Ouais. Oh la vache. Parce qu'on les perçoit pas. Enfin, moi, j'ai pas du tout perçu une rondeur liée au sucre, quoi. Ouais, mais une acidité de Tranchant. 7, 8, tu vois. Enfin, voilà. Ah oui. Donc, il y a une côté à fin de bouche et... Tu vois, elle est ciselée, elle est pointue. Ouais. Je veux dire, elle n'est pas lourde, quoi. Pour un millésime qui est chaud, qui pourrait Mais être tu un vois, peu empâté. Quand on se concentre sur le toucher de bouche, en fait, c'est toute la dimension sucre. Tu l'aperçois plus du tout de la même façon, quoi. C'est plus du tout. T'es plus du tout dans cette. En fait, tu dégustes plus le vin de la même façon. Parce que tu recherches autre chose. Et qu'est-ce que je peux faire dans l'absolu? Je veux rentrer des raisins mûrs. Enfin, voilà, une vendange mûre. Ouais, ouais. Bah Je ouais, veux mais dire, après tu déshabilles le vin hein, si tu es en quête plus. Bon, là, il y a 2 ans d'élevage. Il y a quasiment 15 mois de fermentation, Ah oui. tu vois. Et puis après, un temps de maturation de tout ça, c'est un peu brouillon. J'ai aussi remarqué que les vins de lieu sont des fois, dans leur élaboration, ils sont complexes, tu vois. T'as pas un schéma type, c'est pas programmé, tu vois. Ouais, tu 2 peux mois pas de dire, fermentation, après, machin. Non. Non, puis ils sont pas forcément prêts au bout d'un an, tu vois, pour la mise en bouteille. Moi, des vins que j'ai reporté souvent à la mise en bouteille. Je me dis, non, je le sens pas, quoi. C'est pas. Je vais pas le diviser en petits lots, alors que j'estime qu'il est pas encore harmonieux dans sa masse, tu vois. Et je pense que j'ai souvent bien fait. Après, bon, en cave, c'est compliqué des fois. Mais... Après, il faut pouvoir se le permettre. Mais, hein, c'est toujours pareil, quoi. Il faut avoir la place pour. Là, je vais mettre en bouteille des 2018. Hein. D'accord. Et 2019, alors ça sera pour. Pas tous. Pas tous, ouais. Non, une partie en fait, tu de 2019. t'adaptes. Ouais. Tu adaptes. Mais c'est marrant, c'est souvent les mêmes parcelles, qui hein. reproduisent les mêmes schémas. Bah, tu vois. c'est pas étonnant, c'est pas Donc, surprenant finalement. Le Riesling 20, ça, il est pas prêt. Donc c'est pour le printemps prochain. En tout cas, il y a beaucoup d'élégance et vraiment un bel équilibre. C'est très agréable. Mais au niveau de la texture et de la consistance, on retrouve la même chose. Ouais. Il y a juste... là, on ressent bien, c'est l'effet millésime, quoi, dans le style du vin. Les fondamentaux sont là. Quand tu es prête, je te dis ce que c'est et où c'est produit, comment et... Il y a vraiment une énergie diffuse et qui est très progressive en bouche. Moi, je perçois quelque chose de plutôt très effusif. C'est ultra salivant. Il y a une consistance assez épaisse. Hein. Alors, Je sais. cépage, pinot gris. Waouh. Ok. Moi, je pense plus du tout cépage. Moi, Ouais, bah, voilà. Ouais. Mais tu n'y penses pas, je veux dire, tu sais pas trop où tu es. Non. C'est son tout vieux pinot gris. Aujourd'hui, cette parcelle a été plantée en 55, greffée par mon père. Les greffes ont été pris sur des vieilles vignes qui se trouvent à côté. Donc, on est sur des vrais pinot gris petits grains. Donc, des grandes grappes très longues, des tout petits grains, un peu mille-rondés comme ça. Donc, toujours des grosses rafles et tout. Et alors, la parcelle la plus froide du domaine, arène granitique et granit ont des compositions orange, comme ça, un peu argileux orange, tu vois. C'est un millésime 2013, donc un millésime froid. La parcelle est froide, fraîche. Elle mûrit lentement. On fait de magnifiques sélections de grains nobles là-dessus, si on veut. Okay. Si on pousse. Ouais.
Voilà. Et si on la récolte, voilà, sans que ça tombe dans la surmaturité, ça donne ça. Mais c'est très mûr, hein, c'est des vins qui sont récoltés à 14,5-15 en potentiel. Mais il y a combien de rendement là? Parce qu'on a vraiment une concentration. 25 Incroyable. hectos, entre 20 et 25 hectos, c'est non botrytisé. Botrytisé, on est à 11 hectos, 10 hectos, ça dépend. Et alors c'est marrant parce que c'est sur l'arène granitique, mais il y a quand même une ampleur dans ce vin qui est présente. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai perçu tout de suite, quoi. On n'est pas sur quelque chose de très... Mais je trouve qu'il y a toujours une force dans cette cuvée, tu vois. Mais elle arrive... Enfin, c'est une espèce de vague qui te... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçue. L'énergie, elle est diffuse et elle est progressive. C'est-à-dire qu'elle t'éclate pas comme ça, elle s'installe, quoi. On est sur un lieu dit. Toujours sur le C'est Rittersberg. toujours sur le Rittersberg, mais la parcelle, elle a pas un petit nom? Non. En plus, c'est des vignes en pleine forme, elles sont végétatives et tout. C'est des vignes qu'il faut laisser s'exprimer, tu vois. Ouais. Il faut même laisser des charges plus importantes, enfin, entre guillemets, hein, tu vois. Il faut qu'il y ait un nombre de raisins, sinon elle est trop dans la végétation, tu vois. Et alors ce côté, tu le perçois aussi, ce côté presque visqueux en bouche? Visqueux. Enfin, visqueux, je force. Non, il y a une forme, il y a une forme de... Tout d'un coup, la salive, elle se concentre et elle est... Moi, j'ai une densité qui se resserre en fin de bouche. Moi, j'exprime ça comme ça. Ah, ok. Un truc et qui reste. Tu vois. Ouais, au début, ça démarre très... Je peux me resservir? Ouais, très épuré, presque cristallin, puis progressivement, pour moi, ça se resserre en bouche, tu vois. Alors que moi, je l'exprime autrement, mais moi, cette densité, je la perçois par la salive, le côté... Ouais. C'est pour ça que je parle de quelque chose de visqueux, parce que ça se matérialise sur quelque chose qui se pose, quoi. Qui se pose, ouais. Il y a un côté, pour moi, il y a une finale épaisse dans le vin. Mais je peux ouvrir tous les millésimes qu'on a fait, le vin va s'exprimer exactement de la même manière. Et ce sable orange, là, tu me disais? C'est en fin de compte, progressivement, quand tu creuses, tu commences à avoir, c'est sable un peu rouge, et puis en dessous, en fin de compte, on a fait deux profils dans cette parcelle, et on tombe sur la roche-mère, et en fin de compte, elle n'est pas dure, tu vois, elle n'est pas non décomposée, elle est oxydée, elle est en train de se décomposer, et tu peux la prendre à la main, tu vois, bon, il y a plein de sable grossier, mais il y a une texture grasse, tu vois. C'est presque argileux. Cette texture grasse, c'est vraiment ça qu'on a en fin de Mais bouche, quand je te dis gras, c'est très... Ta main est sale, hein. Tu vois, ça colle et la couleur est orange, tu vois. Jaune-orange. Ça, c'est ça qu'on perçoit. Et moi, je trouve que ça convient très bien à ce que tu retrouves dans le verre, tu vois. Mais en même temps, si tu fais les premiers 50 cm, aujourd'hui, je peux rentrer mes mains dans le sol, tellement c'est souple et sableux, tu vois. Et en fin de compte, je trouve que là, il y a dans ce vin la combinaison des deux. Il y a un démarrage très filigrane, très épuré. Très épuré, c'est pas du exactement tout le truc bodybuildé du Pinot Gris, tu vois. T'as presque une structure de Riesling, tu vois. Ouais, ça rend comme ça. Et puis ça vient s'écraser comme ça, en fin de bouche, tu vois.